Salut Rémi, Salut Guillaume. je suis ravi d'échanger avec toi dans ce nouvel épisode de Course épique. Comment ça va sur une échelle de 1 à 10? Ça va plutôt bien, on va être sur du 8 ou 9 là. Pas C'est mal. c'est une bonne période, ouais. Ouais, l'objectif c'est de gagner au moins un point d'ici la fin de l'épisode. Ça marche? Allez, ok, on part sur Ça, ça. ça veut dire qu'on a passé un bon moment. Rémi, on enregistre cet épisode le jeudi 9 avril et figure-toi que ce même jour, en 1940, naissait Chuck Norris. Alors j'imagine que tu connais cet D'accord. acteur et artiste martial américain qui est né dans l'Oklahoma, qui est devenu une icône mondiale de la culture populaire. Donc il est connu évidemment pour ses films d'action, mais il a aussi suscité un phénomène internet à part avec les Chuck Norris Facts. Je ne sais pas si tu vois Yes. ce dont Ouais, il s'agit. Alors moi complètement, ouais. je vais partager une petite sélection avec toi. Je te demanderai ton préféré. Donc Chuck Norris ne fait pas de pompe, il repousse la Terre. Je trouve que Ouais. c'est pas mal. Chuck Norris a déjà compté jusqu'à l'infini 2 fois. Un jour, Chuck Norris a eu 0 en latin, depuis c'est devenu une langue morte. Chuck Norris a ouvert Strava une fois, tous les coms ont changé de propriétaire et lui sont revenus instantanément. Ou l'avenir se demande parfois ce que Chuck Norris lui réserve. Alors, Ouais, les pompes, l'infini, ouais, le j'ai une petite latin, Strava. préférence pour avoir compté 2 fois jusqu'à l'infini, c'est pas mal ça. Parfait. Tu comptes jusqu'à l'infini, toi, quand tu cours ou pas pour t'occuper? Non, c'est pas. Je fais plein de choses quand je cours, notamment dans mes pensées, mais non, je compte pas jusqu'à l'infini. Ok. Bon, Chuck Norris, dont on salue la mémoire, il nous a quitté au mois de mars dernier, le Ouais. 19 mars. Donc voilà, c'est une page qui se tourne comme quoi il était finalement mortel. Et l'avenir a eu raison de lui, malheureusement. Rémi, on va partir avec notre question traditionnelle d'ouverture du podcast. Je vais te demander de te présenter sans parler de sport. Qu'est-ce qu'on doit savoir de toi? Qu'est-ce que nos auditeurs doivent savoir de Rémi Brassac, qui ne soit pas dans la sphère sportive? J'habite dans une région assez méconnue en France, au sud du Massif central, en Lozère. C'est le département le moins peuplé de France. Alors certes, on n'a pas toute la vie citadine et le confort que certains magasins peuvent apporter, etc. Par contre, on a une qualité de vie plutôt sympa. T'es né Ah, là-bas, hein, t'es né en Lozère, c'est ça? ouais, je suis né en Lozère et j'y habite depuis. Après, j'ai 38 ans, donc je suis bientôt vieux. Je suis déjà Tu me dis ça à classé, moi. je suis déjà classé dans, on va dire, les jeunes vieux. M0, mais ouais. Ouais, M0. Mais là, après, on parle de sport. Donc, Mm, pour pas parler de sport, ben non, j'ai eu une vie plutôt classique avec voilà des études, un parcours professionnel assez riche avant d'attaquer on va dire ma seconde vie. Et voilà, je suis papa d'un petit enfant et un petit garçon. un petit garçon Nathan, ouais. Et voilà, on habite avec ma femme et Nathan en Lozère. Niveau boulot, tu Niveau coaches. boulot, je coach, je suis en train de valider tous mes diplômes. Un CQP avec la fédération, j'ai déjà validé un DU de trail à Grenoble, au STAPS. Donc là, je devrais valider mon CQP d'ici quelques semaines. Et ensuite, écoute, j'essaye de faire un peu du semi-professionnel en trail avec les contrats que j'ai. Et ça me permet d'avoir une qualité de vie et un planning adaptable à volonté. Donc c'est depuis quelques mois, voire maintenant, ça doit faire un an et demi que je fais ça. Je m'épanouis pas mal là-dedans. Si je devais venir en Lozère, est-ce que tu aurais un truc à me conseiller à tout prix à voir? Le classique lausanien, c'est visiter les gorges du Tarn. Ok, C'est Papier. c'est là où a lieu la Sky Race Mhm. des gorges du Tarn, du parcours mondial. Donc là, très bel endroit. Après, il y a quand même d'autres choses. Il y a aussi l'Aubrac, où c'est des grands plateaux verts qui sont aussi, ça vaut le coup d'œil. Donc l'avantage de notre département, c'est qu'il y a pas mal de territoires différents. Donc on peut passer du très caillou, très pentu, gorge du Tarn, à très vert et presque plat sur l'Aubrac. Donc c'est Pas un mal pour un département à coureur. découvrir. Ouais, on a un beau terrain de jeu. On a un beau terrain de jeu. Rémi, on va remonter le temps ensemble. Le sport dans ta jeunesse, il avait quelle place? Secondaire ou très présent? Euh, très secondaire. Alors j'étais beaucoup à l'extérieur, Tertiaire. ouais, tertiaire. J'étais beaucoup à l'extérieur avec les copains, etc. Par contre, non, pas de grosse appétence sur le sport. Très peu de sport en club. J'en faisais un petit peu au collège, mais vraiment, non, c'était très secondaire. Après, sur ma partie un peu adolescent et jeune adulte,
pas mal consacré de temps à la moto, en enduro. Mais non, la partie vraiment sport et sport performance, c'était encore oui, même pas tertiaire, mais c'était très très loin, très très enfoui, on va dire. Et tu as su le déterrer, donc ça, c'est arrivé à Mm. l'âge adulte, mais quand même assez tardivement. Tu as fait quand même un peu de vélo aussi. Je pense que tu étais aussi, je ne sais pas à quel point tu l'as encore, mais tu aimes profiter de la vie en tout cas. C'est quelque Ouais, chose qui c'est est ça. essentiel pour toi. La course à pied, en tout cas, si on se réfère à l'ITRA, ça démarre en 2017 officiellement pour toi. Ce qui t'a guidé au départ, je crois, c'est plutôt des considérations de perte de poids, c'est ça? Tu as commencé Ouais, c'est tardivement, ça. Ouais, c'était à plus la pour un trentaine. aspect santé et perdre quelques kilos que j'avais pris, ben, notamment en profitant un peu trop de la vie, je sais pas. Mais oui, les premières courses, c'est toute fin 2016 et les premières courses ITRA, on va dire, avec un plateau un peu régional, 2017, ouais. Mais c'était vraiment à la base pour faire quelque chose c'était vraiment pour faire du sport santé à la base. Ouais. Est-ce que ça a été contraignant pour toi ce choix-là? Est-ce que c'était vraiment un choix de raison et tu n'avais pas du tout envie, mais il y a une petite partie de toi qui disait que c'était quand même important de te remettre d'aplomb, ou est-ce qu'il y avait quand même du désir et une envie de tester et peut-être développer ta pratique ensuite? Non, à la base, vraiment, c'était voilà pour me remettre un peu en forme, mais j'y allais vraiment pas à contre-cœur, donc ça c'était déjà pas mal. Et puis en fait, voilà, c'est un petit fait de vie qui a fait que j'ai été faire une course en duo avec mon frère, Mhm. ce qui n'était pas du tout prévu. On avait dû prévoir ça la veille. Et en fait, bah, j'ai vu comme ça me plaisait. On avait fait, je crois, 6 ou septième de la course, alors que je m'entraînais quasi, enfin, Ouais, je ça faisait trois m'entraînais semaines, pas. je crois, que tu t'entraînais, c'était le Ouais, tout début. voilà. Ouais. Et donc, bah, je me suis dit, bon, si on prend un peu de plaisir, pourquoi pas, bah, aller courir un tout petit peu plus. Et puis bon, de fil en aiguille, après, j'ai pris vraiment goût et j'ai pris goût à l'entraînement aussi. Est-ce Et que le fait voilà. d'avoir cette position-là, ça a joué? Est-ce que si tu avais fait la même course et qu'avec ton frère, vous aviez été 235e, est-ce que tu aurais senti que ça aurait pu allumer la mèche de la même façon? Ou est-ce que ça a eu une influence quand même de voir, de détecter peut-être, c'était un peu prématuré à l'époque, mais j'imagine sous-jacent quand même une petite idée de potentiel en t'y consacrant plus? Ouais, ouais, pour être clair avec toi, je pense que bon, j'ai pris du plaisir pendant cette cours, donc déjà ça m'avait conforté là-dessus. Après, oui, je pense que j'ai quand même une âme de compétiteur et le fait d'avoir fait une place d'honneur, alors certes c'était une course vraiment du quartier, hein, mais une place d'honneur sur ce type de course-là avec les coureurs locaux autour de moi, ouais, ça m'a remis un petit coup de boost en plus. Et voilà, comme je te dis, je suis un compétiteur, donc il est clair que cet aspect position à la fin de la course a fortement joué. Et ensuite le festival, enfin la course des hospitaliers, pardon, où pareil, là tu avais des ambitions assez mesurées. Je crois que c'était un top 100 à l'époque que tu visais, et puis tu as fini septième de mémoire sur cette course-là. Aux hospitaliers, Ouais, c'est ça, ouais. non, je dois même finir quatrième, je pense. Quatrième, ok. Ouais, je dois finir quatrième. Après, là, ça, c'est une course qui est arrivée, je me rappelle plus l'année, mais ça arrivait un tout petit peu plus tard, où j'avais quand même un peu progressé. Mais oui, oui, c'était quelque chose où je m'attendais pas à ça. Je fais quatrième. Donc, ouais, ouais, c'était des belles courses. Et après, on fait un bond dans le temps, mais la course qui m'a vraiment fait passer un cap sportivement et mentalement, c'est la MCC à Chamonix où là, par contre, j'y allais, j'avais même pas d'objectif de place puisque je savais pas du tout me situer et là, j'avais fait quatrième, donc 2021, ouais. ouais 2021. C'est cette course-là qui m'a vraiment fait basculer, pas dire dans le haut niveau, mais en tout cas qui m'a mobilisé et qui m'a poussé à me préparer bien plus sérieusement que ce que je faisais. Là, avant d'arriver à ce premier jalon qui a été marquant, qui a été la MCC, est-ce que tu as eu le sentiment, tu as dû renoncer à des choses qui te composaient avant, ce côté fêtard dont on parle? Est-ce que tu as dû le mettre un peu de côté pour développer plus ta pratique, ou est-ce que finalement c'est venu en plus et tu as consacré plus de temps, mais tu as fait le choix de ne pas renoncer à cet équilibre-là qui était le tien? Non, bon après, même aujourd'hui, je profite quand même toujours de la vie, des copains, et quand il faut faire quelques repas un peu festifs, on les fait, il n'y a pas de souci. Mais non, enfin, une fois que j'ai eu embarqué ce rythme de vie-là,
J'ai pas eu de regrets en tout cas sur faire la fête, etc. C'était pas, j'y allais pas à contre-cœur en tout cas faire du sport et j'avais un peu passé ce cap-là où voilà, je m'étais dit bon, il faut arrêter de toujours aller à droite à gauche, faire un peu la fête avec les copains et je me suis dirigé là-dessus, mais non, c'était pas à contre-cœur et j'ai pas fait tenter plus de sacrifices là-dessus parce que comme je te dis, quand il faut quand même aller faire un repas et avoir quelque chose de social et avec de la bonne humeur, ça me bloque pas du tout. Donc, pour faciliter le calcul mental, là, si on fait 2021 moins 2017, on se rend compte qu'il n'y a pas beaucoup d'années entre les deux, entre le moment où tu commences à te lancer sur des courses de quartier, pour te citer, pour arriver quasi podium sur la MCC. C'est quoi, selon toi, les facteurs et les principales clés, mais jalons de ta progression, en fait, qu'on peut quand même qualifier d'express? C'est pas courant, et puis c'est arrivé relativement tardivement, même si tu es encore jeune. Comment tu arriverais à rationaliser tout ça? Moi, j'y suis allé quand même très progressivement sur la pratique et sur l'entraînement notamment, où pendant très longtemps, en fait, je faisais qu'une séance de qualité par semaine et tout le reste, c'était de l'endurance fondamentale ou du footing. Donc, je pense que ça m'a quand même préservé dès le début d'éventuelles blessures et d'autres pépins physiques. Euh, et après, j'ai vraiment procédé par étapes. Au début, donc là, comme je te dis, je faisais ça très, très progressif avec très peu d'intensité. Euh, et ensuite, j'essayais quand même de faire pas mal de courses dans l'année. Je prenais beaucoup de dossards. Donc ça me faisait une intensité de plus dans la semaine, petit à petit. Euh, et sortie Covid, par contre, voilà, j'ai réussi à obtenir ce fameux dossard pour la MCC. Et là, par contre, je commençais déjà un peu à m'intéresser à l'entraînement, donc je me suis dit, je vais tabler là-dessus et faire mon propre planning jusqu'à MCC. Donc là, par contre, j'ai beaucoup plus structuré avec du qualitatif, etc. Et c'était une étape de plus puisque j'ai vu que forcément, ça fonctionnait bien. Et ensuite, par contre, après MCC, post-MCC, là, je me suis beaucoup plus structuré avec, j'ai intégré le team Simalp et j'ai pris Patrick Vrenger en entraîneur. Où Mhm. là, par contre, voilà, on a passé un cap sur la structuration, un cap sur l'entraînement. Parce qu'avant, tu Et faisais toi-même tes programmes, en fait, ouais, je pendant l'année et faisais, demie ouais, ouais. précédente. Voilà, pour préparer la MCC là pendant un an et demi. Enfin ouais, ça a duré un an et demi. C'est moi qui me faisais mon propre entraînement, ouais, Qu'est-ce avec qui te manquait? mes Quel manque tu as connaissances. voulu combler avec la présence de Patrick? J'ai déjà voulu avoir son expérience, puisque quand même, voilà, il a une longue expérience là-dedans, que ce soit en tant qu'athlète ou qu'entraîneur. Je savais, dès que je l'ai appelé, je savais à quoi m'en tenir avec Patrick. Et voilà, moi j'étais motivé, et lui, je sais qu'il aime les garçons motivés, donc ça a de suite matché. Et donc voilà, je cherchais ça. Puis bon, moi c'était quand même depuis le temps, je me suis quand même bien formé, j'ai passé des diplômes, etc. sur l'entraînement, mais en 2020, voilà, c'était de l'auto-formation, j'étais autodidacte et voilà, c'est toujours quand même bien d'avoir un œil extérieur. Et aujourd'hui, tous les athlètes de haut niveau qui ont leur diplôme d'entraîneur, je pense qu'il y a 80 ou 90% de ces gars-là qui ont un entraîneur autre qu'eux-mêmes pour avoir cette vision un peu de l'extérieur. Comment tu définirais tes qualités? Tu es très travailleur, je pense, on peut le dire, déterminé, combatif. Qu'est-ce que tu auto-jugerais comme qualité physique et mentale? Bon, qualité, ouais, tu l'as dit, je pense que je suis très discipliné sur l'entraînement. Voilà, je suis quelqu'un je suis assez dur au mal sur la partie entraînement. Après, en termes de qualité, si on doit évoquer les qualités vraiment hors entraînement et sur la course, ouais, je pense que depuis que j'ai attaqué, j'ai prouvé que mentalement, j'étais relativement costaud. Parce que même quand ça allait mal, je, j'arrivais toujours à tirer mon épingle du jeu. Et ce qui peut être un peu lié à ça aussi, je pense avoir une belle endurance de force, notamment pour faire des fins de course qualitatives. Donc les deux cumulés, je pense que ça fait de moi pas forcément le meilleur des athlètes, et
Et là, c'est pas Patrick qui va me contredire, puisqu'il m'a toujours dit que Il j'étais, n'hésitera pas à le dire. ouais, j'étais toujours moyen si on devait s'en tenir qu'aux chiffres et aux datas. Par contre, voilà, sur une fin de course, je suis capable de garder une intensité et un engagement très certainement un peu plus haut que la moyenne. J'ai comme l'impression que la course épique qu'on va évoquer aujourd'hui reflète parfaitement ça. C'est voilà, c'était un peu Ça va être un l'aboutissement parfait exemple, de mes points forts. la Ouais. quintessence. C'est ça. Et tu as, comme beaucoup d'athlètes, été confronté aussi à des blessures très, voilà, c'est toujours très pénalisant et compliqué à vivre. Comment est-ce que toi tu surmontes ces moments-là où tu n'es pas en capacité de courir ou pas comme tu voudrais? Est-ce que c'est des épreuves? Est-ce que tu les accueilles plutôt favorablement? Ouais, bah alors moi, je suis passé un peu du pas de blessure à tout de suite la grosse blessure, puisque depuis que j'ai attaqué en 2017, j'avais jamais eu de blessure, hormis 3-4 jours d'arrêt pour un petit bobo musculaire, mais pas vraiment de grosse blessure. Ma première grosse blessure, je l'ai eue l'année dernière, où j'ai eu une fracture de fatigue au sacrum. Ça a été au début assez difficile à admettre, puisque ouais, ben, jamais blessé depuis 8 ans, jamais tendinite, jamais quoi que ce soit. Donc je suis passé vraiment à l'extrême d'un coup, sans trop d'alerte en plus. Donc ça a été un peu compliqué à l'admettre au début. Après, j'ai eu j'ai eu une bonne rééducation. J'ai pu faire du vélo pendant ma fracture, donc déjà ça m'a permis d'aller dehors et de conserver un semblant de forme physique. Et j'ai eu pas mal de messages de bons athlètes, notamment Nico Martin ou Thibaut Garivier, qui me disaient que généralement après grosse blessure comme ça, on arrivait souvent à revenir encore un petit peu plus fort. Donc ça m'a motivé à continuer et à prendre mon mal en patience. Et bon, mais finalement, je pense qu'ils avaient pas tort là-dessus. Je pense que je suis Toi, tu revenu. revenais sur l'endurance trail, hein, c'est ça, dans le cadre des Templiers à l'automne, en Ouais, octobre? je m'étais mis du coup un objectif d'être prêt et potentiellement performant pour le mois d'octobre. Ouais. Donc c'était devenu mon objectif de reprise. Et ça s'est vérifié avec une victoire. Ouais, c'est ça. Rémi, on l'a dit au tout début, quand on parlait pas de sport, tu es par ailleurs coach. Est-ce que tu peux nous raconter quelle place concrètement ça prend dans ta semaine et ça vient en complément de ton temps pour courir et t'entraîner? Puis quel type de coureur tu peux accompagner? Alors, ben, je peux accompagner vraiment tout type de coureur. J'ai vraiment du sport plaisir, sport loisir, jusqu'à ben, certains gars qui veulent voilà faire de la perf sur des gros événements, etc. Donc vraiment un public très large. Et c'est ce qui est bien aussi dans l'entraînement, on peut entraîner et guider vraiment toutes sortes, tout profil. Après, en termes de planning, ben, le gros avantage, c'est que je peux jongler, ben, moi, avec mon planning pro, on va dire, trail et entraînement avec ce planning d'entraîneur. Euh, donc, je vais dire que ça doit être du mi-temps entre les entraînements et le coaching. Donc, ça peut varier ouais, entre 15 et 20 heures fois 2, quoi. Donc, 20 heures d'un côté, 20 heures Ça de occupe bien l'autre, une ou semaine. 15 heures. Ouais, oui, oui, ça occupe bien. Voilà, après, c'est vrai que ça prend un peu de temps, mais ça reste quand même toujours plaisant. Hein. Ça, on travaille pas sous la contrainte, que ce soit d'un côté ou de l'autre. C'est quand même du travail passion. Donc, Hmm. on compte moins les heures que quand on est comme quand je l'étais dans des bureaux de banque ou autre. Le temps, il passe un petit peu plus vite. Ouais. Et c'est pas les seuls piliers, évidemment, les seules composantes. Et il y en a une qui est essentielle à ta vie. Tu nous en as parlé aussi tout à l'heure, c'est ta famille. Mm. Mais j'ai cru comprendre que il y avait aussi une forme d'entente et de vision partagée qui était que si ça devenait peut-être trop contraignant à un moment pour la famille, toi, tu serais prêt peut-être à alléger et adapter significativement la façon dont tu envisages aussi ta pratique, la performance aujourd'hui. Si ça venait à créer vraiment de l'inconfort dans votre équilibre familial, c'est aujourd'hui le critère que tu mets au-dessus de tout. Ouais, ouais, bien sûr. Ouais. Après là, ça a un petit peu évolué parce que j'ai quand même depuis quelques temps, bon, des contrats qui me permettent aussi de d'allier le sport et le financier, on va dire. Par contre, la partie
la partie familiale, pour moi, elle a été fortement décisive dans ce cap qui avait été franchi. Et il est certain que si que ce soit ma femme, Nathan, ou même mon frère, ma sœur, mon beau-frère, etc., qui sont assez proches de moi, voilà, il faut que tout le monde suive ma route et m'accompagne un peu. Mais ouais, c'était quelque chose qui est notamment après là pour vraiment l'aspect maison. Il faut que Nathan et Vio soient d'accord sur ce que je veux faire pour qu'on puisse le réaliser. À mon sens, c'est quelque chose de primordial. Ils te disent souvent non? Non. Ça facilite les choses. Ouais, ça facilite les choses. Non, oui, j'ai la chance d'avoir quelqu'un qui est très adaptable et qui a de suite été, dans mon sens, quand j'ai voulu prendre quelques décisions, qui auraient pu être peut-être risquées ou en tout cas difficiles à prendre. Donc, non, sur cet aspect-là, j'ai eu aucun problème et pour l'instant, j'en ai aucun à ce que tout le monde, au sein du foyer soit ok, soit pour m'accompagner ou soit pour que moi je fasse des choses un peu hors cadre familial pour le sport. Mais ouais, c'était quelque chose de vraiment très important pour moi que tout le monde puisse me suivre. Rémi, merci pour cette introduction. On va passer maintenant à notre questionnaire de Proust. J'ai 3 questions hautement philosophiques pour toi. La première d'entre elles, le petit détail du quotidien qui te rend profondément heureux. Celui qui fait toute la différence, qui peut Ouais, paraître insignifiant. celui que j'aime bien depuis quelque temps, depuis que j'ai aménagé mon emploi du temps, c'est simplement un peu comme tu dis, le quotidien de la vie simple. C'est que voilà, je fais petit déjeuner en famille, je peux faire ma séance de sport. Le midi, je vais chercher mon petit à l'école qui mange avec moi. Et pareil, petite séance l'après-midi et à 4 heures, je vais rechercher Nathan. On goûte ensemble. Je prépare le repas généralement et le soir, on mange tous les trois. Donc, c'est des choses qui n'étaient pas forcément évidentes à faire avant. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui me va bien Tu travailles dans un au magasin de quotidien. cycle, hein, c'est ça avant? Ouais, et puis j'ai fait 10 ou 11 ans de banque en bureau, Hmm, donc c'était des moins choses qui étaient compatible. un petit peu plus stressantes avec des horaires un peu plus variables. Donc là, je me satisfais de cette vie-là actuellement, ouais. On te comprend, ouais, ça fait envie, j'avoue. Mais Ouais. tu l'as construit. C'est pas venu tout cuit, tu l'as sucré ces conditions-là. Deuxième question, Rémi. La vérité sur toi-même que tu as mis le plus de temps à accepter? Ça, je pense que c'est toujours un petit peu d'actualité quand même, mais un peu moins. Je serais tenté de dire que c'est un peu le complexe d'infériorité face aux autres coureurs notamment. Là, je parle vraiment sport. Mhm. Où, vu que je suis arrivé un petit peu tard dans le cercle, j'ai pris longtemps à me dire que finalement je pouvais jouer un peu avec les grands noms. Et même aujourd'hui, des fois sur certaines courses, j'ai du mal à me dire que je vais aller courir avec telle ou telle personne. J'ai toujours ce petit complexe d'infériorité. Ouais. Alors il est un tout petit peu moins présent qu'il y a quelques années, mais Et tu le du ressens quand tu es dans coup, l'effort et quand tu es au contact ou c'est plutôt en amont de la course? non, c'est plus en amont. Une fois que je suis dans la course et que je vois T'as ta que je place. suis avec eux ou que je joue avec eux, j'arrive à. Enfin, je l'ai pas à l'esprit ça, mais c'est sûr que quand on fait la prépa ou quand on fait les briefs de course, j'ai du mal à me dire que je vais jouer avec eux. Rémi, dernière question pour toi. L'émotion que tu gères le plus difficilement? Sans doute la frustration. T'as été mis à rude épreuve il y a pas longtemps. Ouais, j'ai du mal un peu à la frustration et surtout je me la crée souvent tout seul. Même une course potentiellement réussie, j'arriverai toujours à trouver quelque chose qui m'a pas convenu ou qui a pas été dans la course pour me mettre ce petit degré de frustration qui me dit ah j'aurais pu faire un petit peu mieux sur cet endroit-là, sur ces segments-là. Donc ouais, c'est ça qui me paraît le plus compliqué à gérer. Hmm. Merci beaucoup Rémi. On va maintenant parler de ta course épique. C'est les championnats de France qui sont tenus tout récemment. C'était dans le cadre du Ventoux. Donc c'était le dernier dimanche de mars sur les pentes de ce Ventoux, les Géants de Provence, au départ du village de Bédouin. Donc un cadre ô combien majestueux pour une compétition nationale qui était réservée à l'élite. Il y avait 2 parcours.
à la fois le trail court, 29 km, 1350 de D+, et le trail long, qui lui a poussé les organismes dans leur retranchement sur 50 km et 2500 mètres de dénivelé, incluant l'ascension vers le sommet. C'est là toute la singularité devant tout, après quelques kilomètres qui longent les vignes carrières de sable. Il y a une montée raide à attaquer vers le rocher de la Madeleine avant de s'engager sur des longues monotraces en direction du sommet où attend les coureurs une vue à 360 degrés inoubliable. Ça, c'est quand les conditions le permettent. Vous n'avez pas été extrêmement gâté cette année, c'est le moins qu'on puisse dire. Et puis ensuite, une descente en crête sur Pierrier, puis succession de singles alternant montée-descente, croisant Combéja, avant le fameux tunnel sous la D19 et une arrivée à Bédouin si tout se passe comme prévu. Il y a eu cette année d'autres invités sur la start list qui ont été la neige, le froid et le vent qui se sont manifestés de façon un peu inattendue, alors qu'on avait tous l'impression que le printemps avait redémarré quelques jours avant. Je crois que tout le monde s'est fait un peu cueillir par ça. Et donc, au-delà du titre et du podium qui se jouait autour de ces championnats de France, il y avait une perspective pour un certain nombre de coureurs qui auraient pu réaliser des résultats significatifs sur la course, d'être qualifiés et de rejoindre l'équipe de France pour aller défendre nos belles couleurs tricolores au championnat d'Europe de trail à Kamnik en Slovénie, c'est au mois de juin prochain. Donc voilà, cette édition, je pense qu'elle a été mémorable pour beaucoup de monde. Le trail court a été d'une grande fluidité. Le trail long féminin s'est passé aussi de façon très juste et voilà, c'est sans grande surprise, on va dire, sur sa façon déroulée en tout cas. Le long masculin, en tout cas, a été le théâtre de rebondissements majeurs, rappelant que les pentes du Géant de Provence donnent régulièrement lieu à des courses épiques. Donc voilà, rarement un épisode aura aussi bien porté son nom. Tu vas nous raconter tout ça. Mais avant ça, Rémi, je crois que tu connais bien le podcast. Il y a une rubrique habituelle qui est la question qui pique. Donc j'ai un petit vrai-faux. Alors c'est un peu taquin, hein, c'est sur des erreurs de parcours et de trajectoire. Voilà, une thématique qu'on va probablement développer un tout petit peu plus tard. Donc j'ai 3 affirmations, à toi de me dire si elles sont vraies ou fausses. T'es Je parti? t'écoute. Ouais, je t'écoute. En 2021, en Suède, un couple a suivi son GPS pour contourner une zone enneigée vers Ringskransen. C'est une ville suédoise bien connue, évidemment. Le système a confondu un lac gelé avec une route de contournement, une erreur de mise à jour hivernale. La voiture s'engage, la glace craque, le véhicule s'enfonce, le couple s'extrait in extremis avant que l'eau ne monte et les pompiers mettront plusieurs heures à repêcher la voiture. Vrai ou faux? Ça doit être vrai. Ouais, j'ai tout fait pour que tu crois, c'est malhonnête. Non, c'est faux. Ouais, j'ai rajouté des noms, etc. J'aurais Non, c'est pu. faux. Mais en vrai, c'est plausible et c'est Ouais, sûrement arrivé. j'aurais pu. C'était pas évident. Deuxième question pour toi. En 2025, 2 Américaines ratent leur vol Rome-Nice et demandent au comptoir A Flight to Nice. Et l'agent entend Tunis et les oriente vers Tunisair. Sans vérifier leur boarding pass, elles embarquent. C'est un passager en vol qui leur révèle l'erreur. Elles se dirigent vers la Tunisie à 1100 km de la Côte d'Azur. Vrai ou faux? Ouais, je sais pas que te dire. C'est plausible aussi, donc je vais dire vrai avec. Ouais, Je vais dire vrai. c'est absolument vrai. Ouais, c'est une histoire qui avait un peu tourné sur les réseaux il y a quelques années, assez surprenant. Mais c'est vrai. Voilà, plus c'est gros, plus ça passe. Ouais. Troisième question pour toi, le monde vérité. Une femme de 37 ans logée dans un hébergement insolite au cœur du zoo de Thoiry est partie courir le matin. Elle s'est retrouvée malencontreusement dans l'enclos au loup et est attaquée par 3 d'entre eux. Elle est blessée au cou, au mollet et au dos. Et elle est secourue par des soigneurs. Une enquête pour blessure involontaire a été ensuite ouverte par le parquet de Versailles. Est-ce que c'est vrai ou faux cette histoire de Ouais, coureuse? ça peut être plausible aussi, hein. Je dirais vrai. Ouais, c'est absolument vrai. Bravo Ouais, Rémi. Tu t'en es très bien sorti. Tu as su garder le cap et tu as fait preuve de bon sens. Je te félicite pour cette question qui merci. pique rondement menée. Parlons-en de cette course épique et ces championnats de France. Avant ça, je voudrais juste qu'on dézoome dans tes faits d'armes. Il y avait déjà eu une participation à des championnats de France en 2023, en 2024, avec respectivement une 5e et 8e place. Je crois, enfin, je sais pas dans quel Ouais, ordre je l'ai c'est dit, mais en ça. tout cas 8e en 2024 et Ouais, c'est 5e en ça. 2023. Mm. Qu'est-ce que ça représente pour toi, ces championnats de France? Quelle place ça tient? Euh, c'est une course qui me tient vraiment à cœur. Initialement, les France à la Cité de Pierre, on les avait fait parce que c'était pas très loin de la maison et c'était un parcours qui me convenait bien. Donc ça, Donc c'est j'y allais. 2023. Ouais, 2023, ouais. Donc j'y allais sans me focaliser sur le fait que ce soit un championnat de France. Et en fait, depuis que j'ai goûté, enfin, après cette course, je me suis vraiment pris, alors peut-être pas d'amour, mais pour le championnat de France, ouais, il y a quand même chaque année un plateau enfin, une start list qui est de plus en plus étoffée en plus, mais qui a toujours été costaud avec les meilleurs nationaux. Généralement, c'est des parcours qui sont variés d'une année sur l'autre, donc ça permet quand même de dégager des athlètes un peu de tout horizon. Et ouais, le championnat de France, je m'en étais fait
presque un objectif de début de saison annuel. J'ai juste évité celui de l'an dernier parce que très clairement, je me sentais pas forcément capable d'aller jouer C'est quoi sur les l'altitude, la technicité? avant-postes. Qu'est-ce qui te Ouais, plaisait moins? C'était à Valisa? c'était l'altitude et il aurait fallu que je prenne beaucoup de temps pour le préparer là-haut et c'était encore une période où je savais pas trop professionnellement comment ça allait aboutir, donc j'avais pas forcément du temps à consacrer pour faire le stage en altitude, donc j'avais décidé de pas y aller. Mais par Derrière contre, ça, c'est le titre national qui t'appelle, ou en tout cas un minima un podium? Ou est-ce que c'est la promesse d'ensuite défendre les couleurs de la France? C'est quoi le moteur principal? bah, moi, le moteur principal, c'est Patrick Bringer qui me l'avait un peu fait partager. C'était d'essayer d'aller intégrer une équipe de France et de porter un maillot bleu-blanc-rouge. Ouais, c'était un peu ça mon Graal, on va dire. C'est Je quelque chose que toi, tu avais déjà avant que Patrick l'évoque avec toi? Absolument pas. Non, non, D'accord. absolument pas. Et pour ceux qui me suivent sur les réseaux, ils ont dû certainement voir passer un message de Patrick. En fait, j'avais fait une capture d'écran d'un message de Patrick Bringer quelques jours après la Cité de Pierre où j'avais fait Mhm. cinquième. Une promesse que vous Et êtes ouais, faite. sur ce message, il me dit que si je suis motivé et qu'on bosse bien ensemble, sous 3 ans, il pense que Mhm. c'est possible d'avoir un maillot bleu-blanc-rouge, quoi. Et non, non, c'est ouais, c'est Il a après eu le ce nez creux et vous message. avez bien fait ce qu'il Ouais, fallait. c'est ça. Et c'est après ce message, en fait, que je me suis dit, bah ouais, j'ai fait 5 à la Cité de Pierre. Peut-être que si on bosse comme il faut, Mhm. pourquoi pas aller essayer de trouver un ticket pour cette fameuse équipe de France, ouais. Mais À quel... après, le titre, c'est tellement relevé que j'ai jamais de la vie pensé à un titre. Ouais. Mhm. T'avais été titré en catégorie, en tout cas, M0 déjà. Oui, oui, mais enfin, chez nous, ça compte pas la Mhm. catégorie encore. Mais oui, oui, mais T'as fini premier j'avais Rémi. premier, Premier Rémi Brass. premier Rémi Brassel. Non, j'avais eu le titre master, ouais, à la Cité de Pierre, à Buis-les-Baronnies, et ben je l'ai repris cette année aussi. Hmm. Ce projet-là de championnat de France, tu nous as fait comprendre que c'était devenu un incontournable. En ce qui concerne celui de cette édition-là, 2026, à quel moment tu as su que tu l'intégrais au plan, et comment tu le situes lui aussi par rapport à ce que peut être le reste de ta saison? Est-ce que si c'est le premier objectif que tu as placé, c'est celui qui est au-dessus des autres, avec ce qui peut impliquer comme ensuite prolongement sur les Europes en cas de réussite, mais est-ce que c'était l'objectif principal à émettre de ton année? Oui, oui, mon année, elle a été, enfin les 6 premiers mois de l'année ont été basés que sur ça, on va dire. J'ai un autre gros objectif qui sera fin août sur la semaine UTMB, mais oui, oui, le Ventoux, c'était l'objectif prioritaire du début de saison, sachant que on l'a intégré au calendrier quasiment les jours suivant le Ventoux 2025, où on a appris que ça serait championnat de France. Mhm, Et sachant qu'en 2025, j'avais fait une belle course aussi. mhm. Donc on savait que le parcours me convenait. On savait que ça allait être championnat de France. Donc voilà, ça fait 1 an qu'il est coché avec une croix rouge au calendrier, celui-ci. Donc le parcours, en tout cas, il est adapté pour toi, à tes qualités. Ouais, tout à fait. Ouais, c'est du parcours qui est très cassant, avec un retour qui est rugueux. Et, euh, et c'est là-dedans que j'arrive à exploiter mon potentiel au mieux. Ouais. Le dur au mal que tu es se révèle pleinement. Voilà, je pense que ça fait partie de mes qualités. Est-ce que tu peux nous parler des grandes lignes de ta prépa là? Est-ce que c'est une période que tu aimes bien d'ailleurs, l'hiver, pour te préparer? Ces courses de mars, elles sont toujours leur lot d'incertitudes sur l'état de forme. Il n'y a pas vraiment eu de confrontation à ce moment-là, donc c'est quand même difficile de se positionner par rapport aux autres. On peut savoir à peu près où on est soi-même, encore que c'est la saison qui démarre. Comment est-ce que tu vis cette période-là? De quoi elle a été faite cette préparation? Est-ce que tu as mis aussi beaucoup de vélo? Ouais, bon après on en reparlera sûrement en fin de podcast, mais la prépa c'est quelque chose moi qui me tient vraiment à cœur et c'est là où je prends quasiment le plus de plaisir. Donc absolument pas à reculons qu'on a attaqué ça. Cet hiver on a beaucoup bossé le plat. Ça fait partie par contre là, des qualités que je n'ai pas.
Mhm. Et on sait qu'il y avait 4-5 kilomètres sur le départ Ventoux où c'est plat, faut sortir de Bédouin avant d'attaquer la montée, donc il fallait Allez vite. ouais, aller vite et surtout pas Se placer, ouais. commencer, ouais, se placer et ne pas être dans l'inconfort dès les premiers kilomètres parce qu'après ça se paye vite. Donc on a pas mal bossé pour ça. J'ai même fait un 10 kilomètres sur route, ce que j'avais jamais fait Mhm. auparavant. 32 minutes, c'est ça et quelques, c'est possible? 32-40, ouais. Mhm. Bon, c'était intégré au milieu d'une semaine de prépa trail aussi, donc je pense que c'est améliorable, mais c'était ma première expérience sur route. Et après, après ce 10 kilomètres, on est parti vraiment sur de l'aspect trail. Et j'ai fait 2 courses de prépa qui m'ont quand même plutôt conforté dans la forme. Mhm. Et Le Seven Trail et Romagnatois, c'est ça? ouais, Romagnatoise au mois de février. Et Seven Trail, je l'ai fait donc au mois de mars après avoir fait un petit bloc de préparation au Ventoux avec Pierre Livache. Donc on a fait ça tous les deux et bon, Pierre me Victoire et deuxième gagne. place, ouais. Ouais, Pierre gagne. Moi, je fais deux. On fait un chrono bien en deçà du record de l'épreuve. Donc, ça m'a. Bon, pour en revenir à ma frustration, j'étais frustré de ne pas avoir pu combattre un peu plus avec Pierre. Je finis à 1 minute 30, je crois. Mais par contre, bon, après, avec le recul, les sensations étaient super bonnes et tout. Donc, ça laissait quand même envisager un bon Ventoux pour moi derrière. Quelle aspiration et conviction on peut avoir là quand on se lance sur un championnat de France? Tu as parlé de la densité qui est remarquable, on connaît le vivier français. Euh, Qu'est-ce que tu raisonnes? Parce que là, pour le coup, on est peut-être un peu plus loin des idées de chrono et qui sont un peu des marqueurs qu'on maîtrise habituellement ou des temps de passage. Là, il y a quand même un sujet de place. Qu'est-ce qu'on peut se dire quand on arrive face à une telle adversité? C'est un peu ce que je te disais auparavant. Moi, je savais pas trop où me situer. Je me situais plus. Avec le recul, c'est bête de dire ça, mais tu vois, moi, j'aurais presque signé pour un top 10 au départ de la course. Mhm. Patrick, lui, était quand même beaucoup plus optimiste hein, et il pensait le dernier appel qu'on a eu, voilà, moi, il voulait que je joue le podium. Donc, je suis parti devant et je me suis dit, si Patrick ne s'est jamais trop trompé sur mes simulations de course et mes objectifs à atteindre, donc je me suis dit, bon, écoute, pars devant et essaye de faire voilà top 5 et d'essayer de rester le plus longtemps avec les gars qui vont se jouer le podium et puis voilà. Après on est parti sur la course sur cette optique là. Donc c'était ça principalement ta stratégie, en tout cas, être joué devant dès le début. Ouais. Ouais, ma stratégie, c'était ça. Les conditions météo là qui sont annoncées, est-ce que c'est quelque chose qui te contrarie? Est-ce que tu vois ça comme peut-être une opportunité aussi, que la course se passe autrement? Ça nous a quand même beaucoup pas inquiété, mais on s'est posé pas mal de questions la veille, notamment avec, j'avais rencontré Pierre Livache et d'autres coureurs qui avaient un peu les mêmes doutes que moi parce qu'on savait pas trop comment s'habiller pour passer le sommet. Hmm. Est-ce qu'on partait en long? Est-ce qu'on partait en court? Est-ce qu'on se couvrait là-haut? Est-ce qu'on prenait Les des températures lunettes? annoncées, c'était quoi? Samedi, ils annonçaient un ressenti -10, -12 en Hmm. haut, avec énormément de vent le samedi. Donc, Sachant que le Ventoux est toujours un peu piégeux, parfois quand on est à Bédouin, on a l'impression qu'on peut être ouais, en terrasse c'est bras ça. nus et que c'est l'été, et au-dessus, ça ressemble pas à ça. Ouais, c'est ça. Là, quand ils annonçaient -10 ressenti à Bédouin, on était en short t-shirt et il devait Hmm. faire 10 degrés, quoi. Donc, Hmm. ouais, c'était ça l'interrogation. Puis au final, le jour J, le dimanche, c'était pas si dantesque que ça, le haut. Donc au final, c'est plus la veille qui nous a fait peur sur la météo. Mais le jour J, météo, ça allait. Très sincèrement, il n'y avait rien de Il y a des belles catastrophique. photos de toi quand même qui tournent, quand même bien couvert. On sent que c'est pas non Ouais, plus oui, la le promenade. sommet. Je crois qu'il y avait peut-être pas -10, -12, mais il devait y avoir -8, -10, Hmm. quoi. C'est Donc non, frais, non, fin mars. ça nécessitait bonnet, gants et veste. Ça, Hmm. là-dessus, il y avait pas à chipoter sur ce matériel-là. Après, voilà, il n'y avait pas non plus besoin de, tu vois, on n'a pas mis les collants, on n'a pas mis les lunettes, on n'a pas
Puis on n'a Hmm. pas eu froid avec juste la veste et les Ça gants passait, ouais. bonnets. Ouais, c'était pas extrême. C'était pas extrême. Ça y est, Rémi, on est le dimanche 29 mars, il est bientôt 7h30 du matin, le départ est imminent. Comment je te trouve là, si je te croise dans le SAS à ce moment-là, à quelques minutes du départ, t'es comment de manière générale et là, plus spécifiquement, à l'approche du départ de ces France, est-ce que tu tergiverses, est-ce que tu discutes, est-ce que tu es concentré? Bon, généralement, sur les départs des gros événements comme ça, je suis assez discret. J'essaye de pas trop m'évader. Plutôt concentré. Étonnamment, là, la veille et au moment du départ, j'étais un petit peu moins stressé que d'habitude. Euh, mais en tout cas, ouais, petit échauffement. J'ai fait mon échauffement seul. J'aime bien m'échauffer quand même seul, comme ça, voilà, je sais ce que j'ai à faire, je sais quelle intensité il faut que je mette, et je reste concentré là-dessus. Mais après, ouais, un tout petit peu moins stressé que d'habitude. Et je suis rentré dans le sas, ouais, 4-5 minutes avant que ça parte. Et voilà, j'ai checké un peu les copains autour de moi et après feu. Est-ce que tu avais mis un peu plus d'enjeu autour de cette course? J'imagine ô combien tu dois arriver surgonflé et surmotivé sur chacune des courses à objectifs sur lesquelles tu es. Mais est-ce que là, compte tenu des échanges que tu as eu avec Patrick, est-ce que tu t'es dit que c'était celle-là, ça pourrait peut-être être la course d'une vie? Ou enfin, est-ce que tu avais cette envie-là qui était peut-être un petit supplément d'âme qui était perceptible? Oui. Ouais, ben l'envie, ça faisait quand même très longtemps. Ben là, qu'on parlait de l'équipe de France quand même. Moi, je suis allé en stage du coup avec Pierre et tout, et c'était un peu notre objectif commun d'aller essayer de chercher cette sélect. Euh, Après, au fil du temps, moi, la sélection, pour être franc avec toi, je l'oubliais pas, mais je me disais que ça allait être de plus en plus dur quand même, puisqu'il y avait les deux premiers qui étaient qualifiés, plus un à la discrétion du sélectionneur, donc ça voulait dire Hmm. qu'il fallait faire quand même Plus Frédéric une, Tranchant déjà qualifié. plus Fred qui était qualifié, donc ça laissait quand même pas beaucoup de place. Il fallait forcément sortir une très grosse course le jour J. Donc moi, quand je suis parti, voilà, je disais à tout le monde que j'avais donné vraiment le meilleur de moi-même. Mais très sincèrement, je croyais pas forcément à ce maillot bleu, blanc, rouge. Euh, mais, euh, mais par contre, je suis rentré, oui, sur la ligne de départ avec la conviction de donner 100%. Donc le départ de course, il se passe un peu conformément à ce que tu imaginais, est-ce que tu projetais toi de ce que tu avais à faire. Ça, c'est quoi les premières sensations là? Qu'est-ce qu'elle raconte? Est-ce que tu te fies à ces tout premiers hectomètres et tout premiers kilomètres pour un peu jauger de est-ce que ça peut être un grand jour ou pas? Est-ce que tu es plutôt facile dans la gestion? Tu es dans un petit paquet de 6-7 coureurs, il y a un petit peu de monde devant, la Pierre, Dorian, Anthony, etc. Est-ce que tu vis bien ce départ et est-ce que on promet des Ouais, belles choses? ouais, ben, le départ, il est même. Tu disais que j'espérais ça. Non, mais c'était même mieux que ce que j'espérais, puisque avant l'entame des pourcentages du Ventoux, toute la partie plate, ben oui, j'étais avec Anto Felbert qui a mené le groupe. Anto, il a fait un 30 minutes sur 10 000, donc cette Mm, partie-là, il a quand même bien couru. Et franchement, moi, je suis arrivé au début des premiers pourcentages. J'avais vraiment quasiment pas forcé, quoi. Donc je me suis sur cette partie-là notamment, je me suis dit bon, mais ça déjà il y a 3-4 kilomètres qui sont passés là, c'est ça de moins à faire. Et voilà, on avait travaillé pour pas que je crame trop d'énergie sur ce départ, et ça a été le cas, quoi. J'ai réussi à suivre assez facilement et sans lâcher aucune balle là-dessus. Quand il y a le groupe qui se forme là, est-ce que il y a des ententes? Est-ce que tacitement, il y en a qui doivent se mettre devant, prendre le relais? Est-ce qu'il y a des non-dits et chacun orchestre une musique un peu collective? Ou est-ce que c'est un fight individuel, chacun fait ce qu'il a à faire? Ou est-ce qu'il y a peut-être tacitement une espèce d'impact de non-agression qui fait que vous évoluez ensemble, que ça tient bien et que à ce moment-là, chacun se laisse un peu porter par l'élan collectif? Ouais, ben là, je pense que ça a été, ouais, plus l'élan collectif que le gros fight. C'est Anto Felbert qui a fait quand même une grosse course jusqu'au ravito 1. C'est lui qui a amené le groupe et qui avait un rythme tout à fait correct. Et
Et il y a Antoine à un moment a repris un peu le lead, mais très sincèrement là jusqu'au ravito 1 et après ça s'est un petit peu disloqué, mais Mhm. quand on s'est retrouvé vraiment plus que 5 ou 6 jusqu'au sommet, non, on était en groupe et ça suivait, ça attaquait pas, c'était quand même assez comment dire, assez soft. Il n'y a pas eu trop de, ça n'a pas été la guerre en tout cas. Personne n'a voulu jouer gros devant et partir seul. Mhm. Donc c'était plutôt agréable. Et, euh, et voilà. Après, de toute façon, je pense que tout le monde avait misé sur une gestion de course jusqu'au chalet, puisqu'on sait que c'est le retour qui allait décider de la fin. Mhm. Il y a un facteur qui va être loin d'être neutre qu'on n'a pas évoqué, qui est la trace qui a quand même été modifiée Ouais. sur la course suite aux conditions. Ben, en fait, oui, la trace, nous, quand on est arrivé à l'antenne au Ventoux, les bénévoles nous ont indiqué qu'il fallait pas prendre le chemin de crête qui était prévu, mais plutôt prendre les escaliers pour rejoindre la route, qu'on Mhm. allait descendre jusqu'au chalet Reynard par la route. Donc bon, mais c'est ce qu'on a fait. Par contre, c'est un peu à partir de là, au final, que nous, on s'est un peu déconcentré sur et le balisage et les montres, Parce que puisque toutes les donc, montres sonnaient, hein, de ce que j'ai compris, comme vous étiez bah pas oui, sur oui, la puisque, trace et ouais, initiale, ça bipait dans tous les sens. ouais, c'est tout à fait ça. Vu qu'on est sorti de la trace, ben, il y avait 6 montres qui sonnaient en même temps. Mhm. Vu qu'il fallait suivre la route, bon, ben, pas de balisage, rien. Donc, ça a été un peu le début de cette fameuse histoire. Et en fait, juste 200-300 mètres avant le chalet Reynard, il nous faisait ben, remonter une piste de ski pour qu'on rattrape ce fameux chemin de crête qu'on devait prendre initialement. Mhm. Et en fait, voilà, c'est quand on est arrivé sur ce chemin, toutes les courses de la veille y étaient passées. Donc c'était un chemin de crête, c'était une autoroute de crête du coup sur la neige. Et nous, ben, on n'a pas forcément levé la tête ou regardé en contrebas pour voir s'il y avait du balisage pour redescendre sur Chalet Reynard. On est resté un peu fixé sur cette grande bande passante où on pouvait bien courir et qui avait été fortement empruntée. Donc là, quand tu dis nous, c'est pour peut-être préciser à nos auditeurs, donc l'idée c'est de vous êtes perdu pour ceux qui seraient peut-être passés à côté de l'information. Toi, tu es avec Antoine Charvolin, Mathieu Delpech, Robin Juillet, Arnaud Bonin et Clément Lalba, hein, c'est ça, Ouais, à c'est ce ouais, moment-là. voilà, c'est ça. On est 6. On est 6. On avait creusé un petit trou sur Pierre, qui lui du coup sera le premier à prendre la bonne trace. Mhm. Mais ouais, on était un groupe de 6. Il y avait le VTT qui filmait, qui faisait le live. Donc, euh, donc ouais, quand on est arrivé sur cette piste enneigée et bien pratiquée, nous, on est parti tout droit sur cette piste-là. Puis ça a fait un peu boule de neige derrière, parce qu'à un moment donné, on s'est quand même bien rendu compte qu'on s'éloignait du chalet Reynard. Et à ce moment-là, on a trouvé des randonneurs qui nous ont dit non, non, mais vous êtes sur la bonne trace, puisqu'en bas, il y a du Des balisage. rebalises qui étaient celles Ouais. de la veille, en fait, c'est ça. Donc voilà, nous on a continué encore 500 mètres, on a traversé la route et en effet il y avait une ou deux balises en face qui nous a conforté dans ce chemin et du coup on a encore continué bien jusqu'à arriver à 2,5 km quoi. Et au moment où on s'est dit bon ben là c'est quand même Qui vraiment comprend là le premier qui se dit là c'est sûr qu'on est à côté. bon on s'est à peu près au même moment on s'est tous dit non mais là il y a plus de rubalise, on était arrivé à un embranchement de chemin et là il y avait plus rien. Donc là on s'est dit non mais là c'est sûr que c'est pas là. Et Ta c'est toute première pensée, toi, à ce moment-là, Rémi? Juste au moment où tu constates et tu dois voir la vérité en face et vous avez 2,5 km, c'est énorme, ça veut dire qu'il faut les refaire dans l'autre sens. Donc là, on parle ouais. de 5 km en plus. Le premier truc qui te passe par la tête au moment où tu fais ce constat? Ouais, moi j'étais bon, on était tous un petit peu énervés. C'est Antoine Charbolin qui nous a bien calmés en nous disant qu'il fallait quand même qu'on garde l'énergie si on arrivait à retrouver le parcours, on en aurait besoin. Donc il nous a bien canalisé. Après, ouais, d'entrée de jeu, on s'est tous dit que la course c'était Fini. quand même fichu, ouais, ça faisait longtemps qu'on y était et on était quand même loin du parcours, donc on savait qu'on allait mettre longtemps pour revenir. J'ai entendu Adrien Sécuré qui estimait à 19 minutes à peu près le temps que vous avez perdu là-dedans Ouais, dans ça cette. doit, ouais, même un petit peu plus, je pense, parce que moi, quand on voit mon temps de passage au Chalet Reynard, je suis à 19 minutes de Flo qui gagne. Mhm. Et donc, 19 Oui. minutes après la perte. Donc, on avait bien 2, 3 Mhm. ou 4 minutes d'avance sur lui.
Donc ouais, entre 20 et 25 minutes de perte. Ouais. Et c'est ça à peu près, puisqu'on court à 5 minutes au kilo, et on a dû perdre 4 km et demi, 5 Hmm. km. Là, il y a, j'imagine, deux grandes familles de réactions. Ceux qui croient plus, qui ont plus envie, qui sont écœurés, et puis d'autres qui sont prêts encore à mettre le pied au plancher. Et puis voilà, c'est peut-être une autre façon de gérer, en tout cas le même sentiment, peut-être, je sais pas si c'est d'injustice, de frustration, mais il y a deux réactions possibles. Toi, ça a été facile pour toi de te mobiliser, parce qu'on aura l'occasion de parler de ton finish, mais ça a été très immédiat de mettre de côté la désillusion et d'essayer de livrer la meilleure fin de course possible malgré tout. Ouais, après immédiat, je sais pas. En tout cas, j'ai jamais. Ça m'a peut-être traversé l'esprit une fois ou deux quand on cherchait la trace pour revenir. C'est presque ça qui m'a inquiété le plus. J'ai cru qu'on y restait toute l'après-midi là-bas. Euh, et donc je me suis dit, bon, est-ce que ça vaut le coup de continuer? Mais par contre, dès qu'on a vu qu'on revenait sur Chalet-Reynard, après, moi, j'ai jamais eu le sentiment de devoir abandonner Hmm. ou vraiment arrêter au chalet. Moi, j'avais prévu avec Patrick justement d'accélérer, enfin garder toutes mes forces du début pour vraiment tout mettre entre Chalet-Reynard et l'arrivée. Donc non, j'ai réussi, je vais pas dire facilement, mais je me suis remobilisé. Je me suis dit qu'il fallait, moi ma prépa, elle était axée sur cette portion-là, et je me suis dit bah écoute, faut faire la portion comme c'était prévu. Hein. J'ai accéléré des chalets Reynard, puis après, bon, j'ai vu moi ma famille au chalet. Ça m'a bien motivé, même si je suis passé très vite et que je les ai pas forcément côtoyés. J'ai vu aussi Adrien. J'étais avec Antoine Charvolin à ce moment-là qui nous dit de surtout pas lâcher et d'aller au bout des choses et d'aller à Bédouin le plus vite possible. Donc moi, à partir de là, ouais, je savais qu'il restait 20 bornes, je connaissais le tracé, je connaissais mes qualités là-dedans, donc je me suis dit, bon, ben, allez, feu. Après, par contre, j'avais vraiment aucune idée de la place à laquelle j'étais, du temps qu'on avait perdu, puisque dans le feu de l'action, on n'avait pas calculé ces 20-25 minutes. Donc j'ai fait ça vraiment au feeling au début, quoi. J'ai été averti de ma position, je pense qu'il restait 12-13 bornes, quoi. Est-ce que tu as le sentiment que ce fait de course-là, il a décuplé même de façon un peu irrationnelle tes capacités? Est-ce que peut-être cette injustice ou cette colère ressentie à ce moment-là, elle t'a mis plus de gaz dans le moteur, ou est-ce que tu penses que tu aurais pu accomplir la même fin de course dans des conditions normales? Difficile à dire. Je me le suis posé la question, oui. Voir si voilà, ça m'avait pas fait un peu entre guillemets débrancher le cerveau. Après, avec le recul, j'avais fait un début de course pour moi tellement en aisance et avec des super sensations que je me dis que on serait resté 6. Je pense que j'aurais fait le même retour. Hein. Mais après, c'est quand même difficile à déterminer parce que c'est vrai Hmm. que il y a eu quand même cet aspect mental qui a pu jouer et faire un peu en sorte que je sente peut-être un peu moins la douleur. Mais Est-ce que tu es porté positivement là par le fait de reprendre des coureurs? Tu regagnes beaucoup de place. Est-ce que ça, l'air de rien, ça réinverse et ça met une dynamique positive malgré tout, même si tu sais pas exactement à quoi tu peux prétendre et ton rêve le plus beau, tu dois y renoncer à coup sûr? Ouais, bah après avec j'ai fait quelques kilomètres avec Antoine, on est partis tous les deux et on s'est dit bon ben on fait ce qu'Adrien a dit, hein, on va à Bédouin le plus vite possible, ça fera une séance. Euh, et c'est vrai qu'avec Antoine, on commençait à remonter rapidement des gens qu'on pouvait connaître. On a doublé Andy Simons assez rapidement. Moi derrière j'ai doublé un ami lozérien là où je savais très bien qu'il n'était pas 150e. Donc je me suis dit, bon, on n'est quand même pas non plus dans les bas-fonds du classement, donc il faut continuer à se mobiliser, ouais. Et début de course, début de course, le début de la seconde moitié un peu comme ça. Et après, par contre, voilà, je sais pas, c'était 13-14 km de l'arrivée, on m'a dit que j'étais 12e. Et donc là, je me suis dit, bon, ben là, il faut quand même pas lâcher. Tu peux, même avec ce qui t'est arrivé, tu peux aller chercher un top 10 sur un championnat de France. Faut aller au bout comme ça, ouais. Hmm. Tu conclus ces France donc à la sixième place après 4h27 minutes 51 secondes d'effort, une remontée qui a été spectaculaire.
On a vu des larmes à l'arrivée. Est-ce que c'est des larmes de déception, de colère? Est-ce qu'il y a de la fierté malgré tout de la ténacité dont tu as fait preuve et de la qualité de la remontée que tu as pu réaliser? Non, voilà, sur l'arrivée, c'est 100% de la déception. Hmm. Euh, et presque plus au final, ce qui m'a fait le plus mal, c'est presque de finir sixième. Quand je suis arrivé, que j'ai vu que j'étais 6, que j'étais à moins de 10 minutes de la gagne, j'ai vite fait le ratio avec ce qu'on avait perdu. Et ouais, ça a été dur à digérer de suite. Ouais, donc c'est pour ça que voilà, j'ai un peu craqué émotionnellement. Mais bon, après, toujours pareil, avec le recul, ça reste une sixième place aux France. C'est quand même bien. Et puis bon, je pense avoir montré que ce jour-là, que j'étais en forme, hein. Est-ce qu'il y a justement ce qui accentue peut-être ta frustration, c'est de se dire que peut-être c'était la journée de ta vie, la forme de ta vie ce jour-là, qu'elle était un peu différente parce que tu as pu démontrer sur les sentiers cette journée, elle était un peu à part et que finalement, t'as pas complètement exploité son potentiel? Ouais, bah, c'est exactement ça. Je pense que c'était la plus belle journée de sport depuis que j'ai attaqué. En termes de sensations, c'était quand même assez fou. Après, je veux pas trop dire que je jouais le titre parce qu'on serait resté 6, on aurait eu des attaques, C'était une autre course, oui. c'était tout à fait notre course. Donc, de là à dire que je jouais les titres, je sais pas. Mais en tout cas, j'aurais pesé dans la balance, c'est sûr. Hmm. Euh, donc ouais, c'est vraiment sur le coup une énorme déception. Ouais. On va quand même féliciter Florian Bernabéu-Segui Oui, qui bien a sûr. emporté le Oui, titre oui. de champion de France en 4h18 devant Xavier Bartoli et Valentin Bénard. On parlera un petit peu de la suite les concernant, mais voilà, ça fait un très joli podium et Oui, c'est oui, tout à d'excellents fait. coureurs à l'évidence, c'est même pas nécessaire de le préciser. Est-ce que il y a le renoncement aussi à l'équipe de France à ce moment-là, quand il y a cette déception de la position? Est-ce que au-delà de la place ou d'un titre ou d'un podium national, est-ce que ce qui prend le dessus aussi, c'est ce rêve de France qui s'éteint? Ouais, bah pour le coup, oui, la déception, moi, elle est sur la course en elle-même et de suite aussi l'équipe de France. Je me dis qu'en faisant sixième et en ayant perdu autant de temps, ça risque d'être compliqué. Après, ouais, dès que j'ai franchi la ligne d'arrivée, moi, il y a Julien et Adrien qui sont venus me réconforter. Et, euh, et après, bon, ils m'ont dit qu'on allait aussi se retrouver quelques heures après pour essayer de discuter un peu de la sélection. Voilà, bon, après, je vais pas dire tout ce qui a été dit, mais ça laissait entrevoir une potentielle porte pour moi, sachant qu'il restait une place. Euh, C'était donc la quatrième place de l'équipe qui était à la décision des sélectionneurs. Donc, après avoir passé cette émotion-là, je me suis dit, ouais, je suis passé 36e à 20 minutes, j'arrive 6 à 9 minutes, bah, peut-être que cette place-là, elle sera pour moi, quoi. Donc, mon objectif après, c'était de prendre cette place-là. La façon dont Adrien et Julien ont géré la situation, qui devait quand même être un imbroglio aussi important pour eux, ça a été une posture, je crois, vraiment d'ouverture et de concertation, de Tout à mobiliser fait. les athlètes, l'organisation pour essayer de comprendre et puis surtout de prendre des décisions les plus raisonnées possibles, sachant qu'il y avait de toute façon pas de situation parfaite, que c'était impossible et qu'il fallait composer avec ça et les insatisfactions que ça pouvait générer. Toi, tu as été partie prenante de ces échanges-là? Oui, on a été réunis à la mairie de Bédouin une heure ou deux après les arrivées pour justement qu'on discute d'une éventuelle sélection et nous expliquer ce à quoi ils allaient réfléchir parce qu'il y avait quand même un cahier des charges à tenir pour eux aussi. Donc, mais ça a été quand même fait, ça a été très limpide, tout le monde a pu s'exprimer. Je pense que Ton c'est sentiment, c'est quoi là? Est-ce que toi, tu as besoin de trouver un ou des fautifs ou coupables dans ce moment-là, de savoir qui est responsable ou co-responsable de ça? À quel facteur tu euh, l'attribues? Est-ce que ça t'aide d'essayer de placer ça ou tu dois d'abord gérer ta déception et pas éteindre complètement tes non, moi espoirs? après, bah, avec nous, du coup, il y avait les athlètes, les sélectionneurs et les organisateurs. Moi, depuis
l'arrivée de la course, je me suis pas forcément positionné ni pour l'un ni pour l'autre. Hein. Je pense qu'on a, nous, coureurs, fait des erreurs. Je pense que l'orga aussi a fait quelques erreurs et ça a fait boule de neige. Mais moi, je voulais pas forcément un fautif, mais je voulais pas non plus assumer à 100% Hmm. le tort parce qu'il n'était pas à 100% pour nous. Mais après, je suis pas forcément rentré dans le débat. Euh, mais après, cette, on va dire, réunion avait été organisée plus, pas pour taper sur l'un ou sur Hmm. l'autre, mais plus pour Trouver des que solutions nous, justes. athlètes, Hmm. on trouve une solution pour qu'il y ait Bien sûr. que Flo, Xavier et Valentin soient quand même reconnus comme podium des France, potentiellement sélectionnables, et que nous, quand même, avec Antoine, Robin, Mathieu, Clément, on puisse, et Arnaud, on puisse aussi apporter notre discours Hmm. et notre ressenti sur ce qui s'était passé. Donc, C'était probablement la c'était, meilleure chose à faire, en tout cas, que chacun ouais, voit au chapitre là, pour pouvoir formuler ouais, son sentiment. je pense que c'était la meilleure des choses à faire. Certes, c'était à chaud, mais au moins tout le monde a pu Hmm. évoquer un peu son ressenti. Ouais. Donc tu entrevois à ce moment-là, de ce que je comprends, la possibilité d'une sélection en équipe de France. À quel moment concrètement tu l'apprends? J'ai cru comprendre que Adrien a fait une série d'appels ou de FaceTime avec à la fois les personnes qui étaient retenues et ceux qui l'étaient pas, pour prendre le temps d'expliquer. Est-ce que ça s'est passé comme ça pour toi? Et c'était quoi? C'était le jeudi suivant, c'est ça? Ouais, ça s'est passé comme ça. Alors déjà, moi, ce qui m'a un petit peu, alors pas soulagé, parce que moi, tant que c'est pas soit écrit noir sur blanc, soit vraiment officialisé, j'y crois pas trop. Mais je tenais quand même à noter la bienveillance des gars qui avaient avec moi sur le groupe, parce que ce soit Mathieu, Arnaud ou Robin, ils sont tous allés dans mon sens, que ce soit sur les réseaux ou de vive voix avec Adrien et Julien, pour leur dire que j'étais très sincèrement peut-être au-dessus de ce jour-là. Donc ça, je trouve, enfin, franchement, C'est élégant, ouais. je m'attendais pas à ça. Bon, ça reste des copains, Très mais voilà, classe. on jouait quand même une sélection en équipe de France. Il restait qu'une place et ils ont été d'une bienveillance assez exceptionnelle. Donc ça déjà, moi, ça m'a quand même touché. Et qu'ils disent ça, voilà, je me suis dit, bon, ben, si eux, ils pensent ça, qu'ils l'ont dit, ben, très certainement que les sélectionneurs ont quand même vu ce que j'avais fait et que j'ai ma chance là-dessus, quoi. Et Et- après, ouais, j'ai eu une visio avec les sélectionneurs. Ça a été quand même assez vite. Hein. Moi, j'ai eu ma visio le mardi matin. ah, d'accord. Donc, ça a été assez vite, ouais. Il y a un critère objectif qui est ta position et le nombre de places, mais est-ce que, enfin, cette remontée-là, est-ce que c'est elle qui contribue à ta sélection? C'est l'état d'esprit que tu as démontré et puis la performance sur ces 20 km là qui restaient. Est-ce que c'est ça qui fait pencher la balance aussi? Par rapport aux sélectionneurs, Ouais. ouais. Sur Ouais, l'état oui, d'esprit, oui. sur la ténacité, sur Ouais, le, voilà. oui, moi, enfin, sur l'entretien La qu'on façon a dont eu tu as géré finalement après, cette situation. ouais, ils ont pris en compte, ben oui, cet état d'esprit, cette résilience, alors que quand même rien n'était aligné à ce moment-là. Donc, oui, oui, ça a été évoqué, ça a fait partie de leur décision. Après, officiellement, ils ont quand même retranché les chronomètres entre Chalet-Reynard et l'arrivée. Et donc, je fais le meilleur temps sur ce segment de 20 km. Ils ont aussi fait un chrono en nous shuntant nos fameux 5 km. Mhm. Et je fais le meilleur chrono là aussi. Donc, voilà, Et le rationnel aussi. tout était réuni pour que je puisse avoir cette place-là. Donc voilà, je suis assez fier de ça. Ouais. Je suis assez fier de ça. Je pense l'avoir mérité, même si je fais que sixième. La place qui était disponible, voilà, je pense avoir montré de quoi j'étais capable et dans la difficulté et même sans ce détour, comme je te disais, je sais pas si j'aurais joué le titre, mais à minima j'aurais combattu pour le podium.
Donc la sélection française masculine, donc c'est Frédéric Tranchant, on en a parlé, qui était sélectionné d'office en tant que champion du monde en Ouais, titre sur trail court. Florian Bernabé-Ossegui, donc vainqueur de ces championnats de France. Antoine Charvolin et toi, donc tous les deux ouais, également retenus. Et Xavier Bartoli, donc qui est intégré comme remplaçant. Xavier, donc qui avait fini deuxième ce jour-là. On n'en a pas parlé, mais les femmes ont livré elles aussi une très belle course avec Audrey Tanguy qui a ouais. été dominatrice de la tête et des épaules. C'est super de l'avoir à ce niveau-là. Elle est de retour de maternité et c'est son premier titre de championne de France de trail long. C'est merveilleux de l'avoir à cette place-là devant Marie Goncalves et Anne-Cécile Thévenot qui est aussi une habituée du maillot bleu-blanc-rouge. Donc on a aussi une très belle délégation Ouais. française chez les femmes. Euh, Question pas simple, est-ce que cette sélection masculine, elle te semble juste aujourd'hui au plus proche de ce qui était réalisable compte tenu du contexte? Oui, moi, enfin, compte tenu de ce qui s'est passé, je pense que le staff de l'équipe de France a fait un bon boulot pour réussir à faire quelque chose de très cohérent. Je pense qu'il n'y a pas de déçus. Moi, j'ai eu Xavier qui est du coup le remplaçant, qui me dit qu'il était quand même ravi d'être remplaçant, d'appartenir au groupe et de pouvoir faire les stages et suppléer en cas de besoin. Donc, ouais, pour moi, l'équipe est belle. On y va tous avec des grosses ambitions. Donc, je pense que ouais, tout a été mis en œuvre, en tout cas pour qu'il y ait pas de déçus, ou en tout cas le moins de déçus possible. Et au final, je pense qu'on pourra quand même tirer notre épingle du jeu début juin là-haut. On compte sur vous, hein, messieurs et Ouais, mesdames, franchement. on fera tout pour. Rémi, il y a un tout petit peu d'eau qui a coulé sous les ponts. Là, ça fait une dizaine de jours que ces championnats de France ont eu lieu. Il y a eu beaucoup de soubresauts, il y a quand même beaucoup d'émotionnel. Je pense que ta gestion d'après-course a quand même pas été si simple. Quel regard tu portes aujourd'hui là, à froid avec l'issue qu'on connaît? Comment tu les regardes ces France pour toi? Est-ce que c'est un beau souvenir? Est-ce qu'il est nuancé? Est-ce que tu gardes que le meilleur et les perspectives et puis finalement c'est le début d'une nouvelle histoire pour toi? Ou est-ce qu'il y a un tout petit peu d'amertume qui est encore résiduelle? Non, plus d'amertume. C'est vrai que d'avoir eu la sélection, ça atténue quand même énormément les choses. J'ai eu énormément de beaux messages, soit de soutien, soit de félicitations par rapport à ce que j'ai réalisé. Donc, non, non, enfin, je suis passé vraiment à autre chose. Mais j'en retiens quand même beaucoup, beaucoup de belles et de bonnes choses sur cette course-là, ouais, entre la forme qui était bonne, le mental qui a tenu bon et tout ce que j'ai pu montrer et faire partager en émotion, ça reste une belle journée quand même pour moi. Et puis t'as pas trop le loisir de regarder derrière parce que là ça va arriver vite. De ce que j'ai compris, là Ouais. il y a une reco qui va arriver mi-avril, donc dans quelques jours. Il y a un stage avec l'équipe de France qui est mi-mai. On pense évidemment aux Europes, mais il y a quand même tout un chemin pavé. Et puis il y a des premiers moments. Tu as cité cette idée de groupe. C'est aussi ça, ce collectif. Là, vous allez être ensemble très prochainement. Vous allez construire finalement une relation et vous donner les chances de réussir collectivement. Est-ce que Ouais. tu peux nous raconter un peu comment tu abordes toutes ces perspectives qui te mènent jusqu'à la Slovénie début juin? Je l'aborde déjà d'un point de vue plaisir, c'est pour en profiter pendant les 2 mois qui arrivent. On va faire une reco, un stage et une semaine de course. Donc je me dis que ben, la sélection, elle est pas ancrée en soi. Donc l'an prochain, il faudra se remettre en marche pour en chercher une autre. Donc là, les 2 mois qui arrivent, je vais vraiment profiter de découvrir ce groupe et en profiter un max. Après, ouais, on part la semaine prochaine déjà quelques jours en Slovénie, donc ça va nous permettre de reconnaître le parcours et moi de faire connaissance et d'apprendre un peu comment fonctionne une équipe de France. Mi-mai, ouais, Briançon, là où on sera réunis aussi avec l'équipe de France de course en montagne, donc ça sera encore un autre moyen de s'épanouir avec tout le monde. Et après, ben, une semaine de course en Slovénie où j'espère arriver à 100% de mes capacités C'est quand là, et la semaine de pouvoir course? La course sera le 6 juin. D'accord. Donc on part, j'ai plus les dates en tête. Je Ah oui, crois c'est la semaine, d'accord. qu'on Mais il y a pas, oui, je pensais que tu on faisais des va courses avant. arriver. Non, non, non.
Euh, donc voilà, mais l'optique là, c'est vraiment bon, de faire le job, ça, y a pas trop de problème là-dessus, mais aussi d'essayer d'en profiter et d'engranger pardon, un max d'expérience et de choses en commun. Il y a aussi quelque chose qui change là quand on est membre de l'équipe de France, c'est qu'il y a une dimension collective quand même qui Ouais. joue. Donc ça a un impact. C'est forcément des choses que tu n'as pas pu connaître jusqu'à maintenant, où c'est des courses globalement individuelles. Là, ça amène aussi, je pense, d'autres perspectives. Ça va être hyper intéressant de travailler aussi dans cette dynamique collective et le jour J, ça peut influencer vraiment massivement la gestion de ta course aussi. C'est des belles choses à explorer aussi, cette réussite qui peut passer par autre chose qu'un seul très bon résultat individuel. Ouais, tout à fait. Mais d'ailleurs, c'est pour ça qu'on parle vraiment, quand on est sur les groupes ou les mails, on parle vraiment de groupe et d'équipe, hein. C'est Hmm. vrai qu'on pour l'instant on n'a pas beaucoup évoqué l'individuel, donc ouais, ça va être quelque chose que je vais découvrir, mais avec impatience. Ouais. Hmm. Ce sera des belles choses. Là, tu n'as pas eu l'occasion de reconnaître le parcours, mais de ce que tu peut-être en sais à ce stade, est-ce que tu as l'impression que c'est adapté toi à tes qualités? Est-ce que tu es déjà dans une logique de t'assigner un objectif sur la course ou c'est prématuré? L'objectif sur la course, non, très sincèrement, on l'a pas. Enfin, je l'ai pas regardé et on l'a pas évoqué. On l'a pas évoqué. Après, le parcours est exactement sur le même ratio que le Ventoux. Un petit peu, c'est pas une seule bosse et une seule descente comme au Ventoux, mais par contre, ça fait 50 km et 2500, donc c'est le même ratio. Et à ce que j'ai pu regarder et un peu étudier, oui, c'est un parcours qui, en tout cas, colle avec mes qualités. Je serais pas trop dépaysé. Donc, ce ne sera pas fini ta saison, tu nous l'as dit tout à l'heure, après ce beau moment au mois de juin. Ouais, Rendez-vous sur la semaine UTMB. Est-ce que tu peux c'est ça. nous en dire plus aussi? Semaine UTMB, je vais participer à la TDS que j'aurais dû faire initialement l'an dernier, mais vu que j'étais blessé, j'avais dû décaler. Donc ouais, c'est le deuxième très gros objectif de la saison. Je suis assez content d'y aller. Je veux y aller avec enfin, avec des ambitions. Et après, voilà, ma partie un peu euh, que je gère pas trop, c'est passer les 13, 14, 15 heures de course. J'ai jamais fait, donc voilà, il y a quand même une grosse partie d'inconnu qui va arriver et que je vais découvrir. Donc il faut voilà que je gère ça au mieux. Mais en tout cas, pareil, là, j'ai tout mis en place cet été pour arriver prêt à Chamonix fin août. Ouais. J'ai une avant-dernière question pour toi, Rémi. Au regard là, de tes performances toutes récentes, il y a eu les Templiers aussi en octobre et quand même les hautes performances qui ont tendance à s'accumuler. Est-ce que tu as l'impression d'avoir franchi des paliers là, ces derniers mois? Est-ce qu'il y a des verrous qui ont sauté à la fois physiquement, mentalement? Est-ce que tu as l'impression d'avoir fait un gros bond en avant? Ouais, alors ouais, chaque fois, je pense que je fais des petits bonds et chaque fois, je me dis que c'est le plafond de verre qui est là et puis finalement, il y a toujours une ou deux courses qui me dit que ben non, en fait, on peut aller un petit peu plus haut. Là, cette course-là, ce qui peut vraiment me faire passer un cap, on va dire, c'est de pouvoir réitérer ce que j'ai fait au Ventoux. C'est ce que j'espère faire en Slovénie en gardant le même process d'entraînement. Et en tout cas, ouais, pendant la prépa, que ce soit à pied, en vélo, pendant les courses de prépa et le jour J, ouais, j'avais des sensations que j'avais jamais eues auparavant. Donc voilà, il faut juste que j'arrive à confirmer ça et à le stabiliser, on va dire. Mais je pense que je suis plus costaud que l'an dernier. Ouais, Hmm. Y a pas de syndrome de l'imposteur, tu es à ta place. ouais, toujours un petit peu, mais Précisément, et là, tu as été la chercher, personne ne te l'a donné. Rémi, dernière question du podcast, tu la connais, c'est pas le mot de la fin, c'est le motto de la fin. Est-ce que tu as une devise à partager avec nous? ouais, ben c'est ce que je te disais un petit peu au début. Ça reprend les préparations, mais j'aime bien la chanson d'Orelsan où il dit que le plus important, c'est pas l'arrivée, c'est la quête. Hmm. Et moi, ça me correspond bien, que ce soit d'un point de vue
soit performance, soit plaisir. Je pense que pour performer, il faut aimer aimer préparer la course, donc faire la quête comme il faut. Et moi, d'un point de vue mental et plaisir, j'ai toujours un gros plaisir à finir les prépas. Donc voilà, ça me colle bien à la peau. Merci beaucoup Rémi, c'est la fin de cet Merci à épisode. toi. Merci d'avoir partagé avec nous cette course bigrement épique qui a été les championnats de France. Vous avez vibré, vous avez eu beaucoup d'émotions, mais nous qui avons suivi aussi à distance ou au plus près vos aventures et ces pérégrinations, on a aussi vibré, on a été émus de voir ta ligne d'arrivée. Donc voilà, tu nous as fait vibrer avec ta course en tant que telle, ta remontada Merci. qui est incroyable, puis les émotions à l'arrivée qui font aussi la beauté de ce sport. Et en plus, là, il y a un dénouement qui est positif te concernant, donc c'est hyper réjouissant. On sait que notre équipe de France elle est entre de bonnes mains et que vous allez défendre ardemment nos couleurs. Je parle de l'équipe à la fois masculine et féminine. Donc voilà, Ouais. bon aux Europes à vous tous. On va vous Ben, regarder, merci on beaucoup. sera pas loin de vous. Et faites le plein de médailles pour nous et surtout profitez de cette chance. Merci encore Rémi, c'était un très très beau moment. Merci à toi. À bientôt. À bientôt.